Magnan. À la une de l'actualité, insécurité dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, une dangereuse bande armée qui écumait la zone arrêtée par la gendarmerie. Émigration irrégulière, les zones de pêche particulièrement affectées. Nous irons à Kayar et à Fass-Boye avec les acteurs sur place. Vous entendrez également la réaction de la mairie de Bargny. Le Conseil des ministres a évoqué hier la neutralisation des départs à partir du territoire national. Mise en place d'un comptoir national de contrôle et de commercialisation des ressources en or du Sénégal. Le président Macky Sall fixe la date limite à fin décembre 2023. Réaction de l'association des bijoutiers du Sénégal dans ce journal. Et puis à propos de la fixation du prix aux producteurs de l'arachide, le chef de l'État demande au gouvernement de s'y atteler dans les meilleurs délais. Les paysans dénoncent des lenteurs dont profitent des spéculateurs. Dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur les dernières nominations dans les principales structures chargées de l'organisation de la prochaine élection présidentielle, en l'occurrence la Sénat pour l'organisation et le Conseil constitutionnel pour le contentieux électoral, le cas échéant, et la proclamation des résultats ainsi que la validation des candidatures. À la mise en onde de cette édition, à Lyounba. D'abord, la tragédie de l'immigration clandestine, on en parle encore. Entre Kayar, Fass-Boye, Bargny, Mbour, entre autres, le Sénégal a perdu des centaines de jeunes, femmes, enfants, parfois un nombre parfois, une hécatombe loin de décourager les candidats à l'immigration. Les villages de pêcheurs continuent de dénoncer la rareté du poisson et le manque d'alternatives pour les jeunes. Anna Rocha. Plus de 60 candidats à l'immigration clandestine ont perdu la vie à bord d'une pirogue partie du village de Fass-Boye début juillet et retrouvée à la mi-août sur l'île de Sal, au large du Cap-Vert. Parmi les victimes, 46 personnes du même quartier. La psychose est toujours là, explique Abdoulaye Niang, président des mareyeurs de Fass-Boye. Il n'y a toujours pas de poissons en mer. Avant, quand le poisson se faisait rare, les populations se rabattaient sur l'agriculture. Mais même à ce niveau, il y a problème. Le ministère de l'Environnement doit nous aider à déclassifier une partie de la zone des Niayes. Depuis ce drame, personne n'ose quitter Fass-Boye. Depuis le 9 octobre, une pirogue partie de Kayar avec à son bord 80 passagers est portée disparue. Un mois après, toujours pas de nouvelles. Et pourtant, d'autres pirogues sont encore parties et sont arrivées à bon port. Bolendiaï est délégué de quartier à Penchum Tchosan de Kayar. Pour lui, il est impossible en ce moment de dissuader les jeunes. Les jeunes n'ont pas de travail. À Kayar, il n'y avait jamais eu de migration. Actuellement, ils ne trouvent pas leur compte au niveau de la pêche. L'activité principale à Kayar, c'est la pêche. Les jeunes ne trouvent plus de poissons. Ils n'ont plus de ressources financières. Quand on n'a plus de ressources financières dans un endroit donné, il est évident qu'on va chercher cette ressource-là autre part. Qu'est-ce que les jeunes vont faire? Ils ne vont pas se croiser les bras. On ne peut pas décourager quelqu'un qui n'a pas de revenus. Tout comme Fass-Boye, Kayar a perdu des dizaines de ses fils cette année en tentant l'aventure. Dramatique pour certains, plus heureuse pour d'autres, mais jusqu'ici, personne n'a trouvé la bonne formule pour convaincre les jeunes de rester à la maison. Pour ce qui est de Bargny, autre lieu de départ, les autorités municipales annoncent une campagne de sensibilisation pour dissuader les jeunes. Le chargé de communication informe que tous les migrants ne sont pas de Bargny et jusque-là, le nombre reste inconnu. Arfan Saloum Sané, que nous entendrons dans un instant, c'est le chargé de communication de la mairie de Bargny qui précise que tous les migrants partis de cette localité n'appartiennent pas à la communauté. Il annonce donc une campagne de sensibilisation pour dissuader les jeunes. Nous allons l'entendre dans un instant. Saloum Sané, Arfan Saloum Sané, interrogé par Anna Rocha. Dissuader en fait les migrants de départ. Il a même été à Rosso, Sénégal, pour intercepter en fait et convoyer les
les migrants infortunés dont leur embarcation en partance pour les îles Canaries avait échoué la semaine dernière au large de Nouadhibou, en République islamique de Mauritanie. Donc, il est très sensible à la situation, il essaie au maximum de s'entretenir avec les familles pour que, en premier lieu, les corps soient dénombrés, que l'on s'incline en fait devant leur mémoire et qu'on essaie de convoyer les rescapés qui présentement pour la plupart sont à la brigade spéciale de Rosso, Sénégal. Non, nous ne pouvons pas dire que tous les migrants qui ont échoué au large de Nouadhibou sont des habitants de Bargny. Mais pour ce que l'on peut dire présentement, c'est qu'il y a des populations de Bargny. Et nous sommes très sensibles à la situation. Ils sont de Bargny, mais nous ne savons pas exactement le nombre. C'est pour cela que le maire a entrepris une démarche auprès des imams, de l'association des imams et ulémas de Bargny et à travers les délégués de quartier pour qu'on puisse en fait dénombrer plus exactement le nombre de morts et qu'on essaie de porter la parole au niveau des populations. Il a même convoqué une réunion dans ce sens pour une journée de prière. Pour moi, RFM, c'est la radio la plus proche de la population. RFM, toujours plus proche de vous. Les cas de vol et d'agression se multiplient à Tambacounda. La police, pour juguler le phénomène, a initié une vaste opération de sécurisation. Des gangs ont été démantelés et leurs butins saisis. Pape Ousseinou Diallo. À Tamba, on enregistre beaucoup de vols de Jakarta. On veut que la police nous aide sur ça. Les gosses ne veulent pas travailler. Ils veulent que les motos de Jakarta seulement, on le vole. Si tu gardes ton moto de Jakarta, les gosses le volent. On va le faire pour que l'État nous aide aussi. C'est pour juguler le phénomène de vol de moto Jakarta qui commence à prendre des proportions inquiétantes que les éléments du commissariat central de Tambacounda mènent fréquemment des opérations pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Dans cette perspective, les limiers ne laissent aucun répit aux malfaiteurs. Certainement, c'est pour cette raison que nous voyons toujours la police faire des opérations de sécurisation dans tous les quartiers et c'est une bonne chose vraiment. Carrefour des axes routiers majeurs, les actions des éléments du commissariat central de Tambacounda vont sans doute infléchir considérablement la courbe de la délinquance à Tambacounda, d'où vous a parlé Pape Ousseinou Diallo, RFM. Et puis, pour faire face au vol de bétail, souvent source de conflits, les agriculteurs et éleveurs du Sénégal ont été formés sur les différents mécanismes de gestion des plaintes. Les deux ministères en charge de ces secteurs veulent une gestion plus efficace des plaintes. Notez que ce mécanisme de gestion des plaintes a été créé dans le cadre du programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage. Aminata Goudiaby. Les ministères de l'agriculture et de l'élevage mutualisent leurs services pour mieux prendre en charge les préoccupations des acteurs. Agriculteurs et éleveurs auront désormais des interlocuteurs directs pour parler de leurs difficultés. Un mécanisme de gestion des plaintes est mis en place dans le cadre du programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal. PCAE Abdoulaye Sow, expert en sauvegarde sociale. Dans l'exécution du programme, il va certainement y avoir des difficultés par rapport aux agriculteurs ou aux éleveurs. Donc, l'idée de mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes, c'est justement pour pouvoir leur donner des moyens de résolution de leurs difficultés. Donc, savoir quelles sont les voies et moyens pour résoudre ces difficultés. Fatick est une région agro-silvo-pastorale. Les conflits ne manquent pas, mais le dialogue doit être privilégié. Dans chaque région, dans chaque département, on va avoir des comités de médiation pour voir quelles sont les mesures à prendre pour avoir des solutions à l'amiable. Parce qu'on a des communautés d'agro-pasteurs. Abdou Diop est l'adjoint au gouverneur de Fatick chargé des affaires administratives. À travers ce mécanisme, ce sera donc une gestion à l'amiable plutôt donc que de privilégier la voie judiciaire. Ce mécanisme de gestion des plaintes peut aussi être une solution au phénomène du vol de bétail. Les éleveurs de la région de Fatick s'en plaignent tout le temps. Ces questions reviennent tout naturellement. Question de vol de bétail. Je pense que ce n'est pas fortuit qui dit agriculture dit forcément élevage. Il faudrait aussi qu'on ait des cadres de lutte contre le vol de bétail. Le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage met en place ce mécanisme de gestion des plaintes pour une efficacité des activités à mener. Un programme qui s'achève en 2025. Il est financé par la Banque mondiale et le FIDA à hauteur de 135 milliards de francs CFA. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Restons avec le monde rural, avec ce cri du cœur des agriculteurs. Il est hors de question pour eux de vendre à moins de 500 francs le kilogramme d'arachide. Ils dénoncent la lenteur pour fixer le prix de vente. Le monde paysan estime qu'il s'agit d'une brèche dont profitent certains opérateurs
qu'ils jugent véreux. Ils achètent ces spéculateurs et stockent afin de revendre plus cher aux industriels internationaux. Un dossier réalisé par Nafissatou Silla. 275 francs le kilo, il n'en est pas question. Les paysans estiment qu'ils investissent plus, alors le prix doit connaître une hausse. C'est la conviction d'Ibou Thiam, président du syndicat des cultivateurs de Kaolack. Nous proposons le kilogramme à 1000 francs, tous les dérivés de l'arachide coûtent plus cher et ce n'est pas normal. Et on a l'impression qu'il ne fait aucun effort pour nous appuyer. Je signale que c'est bientôt les élections, alors il doit agir au plus vite. Cheikh Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier, soutient qu'il faut que les producteurs rentrent dans leurs fonds. Selon lui, ils ne peuvent pas ou ne doivent pas vendre en deçà de 500 francs le kilogramme. On a fait nos comptes provisionnels, ça dépasse 350. Donc, un compte provisionnel, c'est ce que le paysan fasse comme dépense, sans pour autant faire amener ses bénéfices. Donc, je pense que si les comptes provisionnels sont de 350, il faut mettre une marge de bénéfice pour que le paysan puisse vraiment entrer dans ses fonds. Et donc, ça va graviter au moins peut-être dans les environs de 500. Présentement, dans plusieurs loumas dans le pays, des cultivateurs n'ont pas hésité à vendre leur production, occasion pour certains opérateurs d'acheter et de stocker pour revendre plus tard plus cher, une situation que dénoncent les forces paysannes. Pour elles, c'est parce qu'on ne fixe pas le prix de l'arachide très tôt. On doit en parler avant même la récolte. C'est l'occasion pour les rabatteurs de tout stocker et de le revendre à l'État qui apparemment ferme les yeux. C'est pour cela que nous avions demandé à tout instant que les choses aillent plus vite pour les prix. Mais ce qui se pose actuellement, c'est le saignant qui pose énormément de difficultés au monde rural, d'autant plus que ce sont eux qui doivent gérer cette situation. En attendant, les paysans croisent les doigts. Ils seront très bientôt fixés sur leur sort, mais ils espèrent un prix conséquent, surtout en ces temps difficiles. Hier, en Conseil des ministres, le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire de prendre toutes les mesures appropriées pour la fixation, dans les meilleurs délais, des prix aux producteurs d'arachides et de veiller au suivi permanent du bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole, entre autres mesures pour dégager des marges de manœuvre budgétaires et financières de l'État en vue de faire face aux défis conjoncturels liés à la situation internationale actuelle. Autre mesure annoncée, l'accélération de la finalisation de certaines réformes phares, mais aussi l'accélération de la réorganisation du secteur aurifère avec la mise en place avant la fin du mois de décembre 2023 d'un comptoir national de contrôle et de commercialisation de nos ressources en or. À ce sujet, l'Association des bijoutiers du Sénégal dit déjà non par rapport à cette mesure. Selon son président, les bijoutiers ont leur propre comptoir mis en place il y a de cela 5 ans, mais sans aucun accompagnement de l'État. Un comptoir dans un autre comptoir, ça ne fait pas sens, dit Alpha Amadou Thiam au téléphone avec Seydou Nourba. C'est un comptoir qui n'est pas de l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal. Alors que nous, on a tout fait, on a sorti des moyens, on s'est regroupé pour mettre en place un comptoir depuis 5 ans. Mais jusqu'à présent, on n'a pas mis un gramme d'or dans ce comptoir. Ce qui est préférable, c'est au moins de soutenir les bijoutiers. Parce que nous sommes des entrepreneurs. Nous avons mis sur pied quelque chose. Donc, ce qui est plus effectif, ce qui est plus raisonnable, c'est de mettre à la disposition des bijoutiers ce tort que le président l'avait annoncé depuis 2013. Mais ce n'est pas la peine encore de recommencer à zéro, de mettre sur pied un autre comptoir. Pourquoi laisser en rade ce comptoir que les bijoutiers du Sénégal ont mis sur pied et mettre un autre comptoir? Ça, ce n'est pas, pour moi, c'est insignifiant. Donc, le ministre des Mines doit revoir sa copie et venir au moins recevoir les bijoutiers. Le président de la République aussi devait recevoir les bijoutiers et leur remettre le premier lingot d'or avant son départ. Nous avons un comptoir d'achat d'or au niveau de Soumbédioune. Donc le gouvernement doit faire tout pour que ce comptoir soit ouvert, ce qui est mieux. Alors, mais mettre sur pied un autre comptoir, je ne pense pas que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est
qui est acceptable. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, hier en Conseil des ministres, le président de la République a parlé d'une baisse des dépenses fiscales pour asseoir une marge de manœuvre budgétaire et financière de l'État. Le Forum civil qui s'intéresse à ces questions salue la mesure, mais souhaite une rationalisation des dépenses fiscales. La Coalition nationale pour le suivi budgétaire, qui apprécie également, plaide pour le suivi et l'application de ces mesures, mais également la suppression des exonérations fiscales au profit des entreprises. Boubacar Dia. Le Forum civil qui travaille sur les questions de mobilisation de recettes, de transparence budgétaire et la gouvernance publique salue cette mesure du président de la République qui consiste à faire baisser les dépenses fiscales. Toutefois, Abdoul Madiki Bousso et ses pairs en veulent plus. Il est membre du bureau exécutif du Forum civil. On ne demande pas uniquement la baisse des dépenses fiscales. On demande la rationalisation parce qu'il y a des dépenses fiscales quand même qui profitent aux ménages. Quand il s'agit de faire un cordon social pour combattre l'inflation, c'est des dépenses fiscales qui soulagent les ménages. Et par ailleurs, faire des renonciations budgétaires, par exemple des exonérations fiscales aux multinationales et à de grandes sociétés ou qui permettent des importations massives de matériel de construction à des ONG ou bien à des segments du secteur religieux plombe effectivement l'économie du pays. Cheikh Tidiane Cissé de l'ONG 3D, par ailleurs membre de la Coalition nationale pour la transparence budgétaire, souhaite un accompagnement de ces mesures et la suppression de certaines exonérations fiscales au profit des entreprises. Aussi des mesures d'accompagnement pour aider les ménages à pouvoir développer également l'épargne, mais aussi comment renforcer également le développement des activités génératrices de revenus des ménages-là en les soutenant du point de vue de la réduction du taux des impôts, mais également les taxes appliquées également aux services et biens qu'ils ont. Autre défi conjoncturel lié à la situation internationale actuelle, selon le président de la République Macky Sall, c'est de mettre en œuvre un plan d'urgence de digitalisation intégrale des régies financières. Le président Macky Sall qui a quitté Dakar ce matin pour participer demain vendredi au Forum de Paris sur la paix. Les travaux du Forum de cette année porteront sur le suivi du sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé en juin dernier en France sur l'initiative du président Emmanuel Macron. Des représentants d'États, d'organisations internationales, de banques de développement, d'ONG, de fondations et d'autres acteurs du monde entier sont attendus dans la capitale française. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Sit-in ce matin de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Rassemblement devant l'institution avec des brassards rouges pour exiger l'application du protocole d'accord signé avec la direction de l'hôpital. Ces travailleurs veulent également une amélioration du plateau technique. Ils donnent un ultimatum de quelques jours à la direction. À défaut, ils menacent de paralyser le fonctionnement de l'hôpital. Lamine Ba. Si on bénéficie un fois, ils vont bénéficier deux fois. Après plusieurs années de stabilité, l'hôpital régional de la paix de Ziguinchor renoue avec les mouvements d'humeur. Illustration ce matin avec les travailleurs affiliés au SAMES, au SINTRAS et au SUTSAS qui se sont retrouvés en assemblée générale pour décrire le niveau très bas du plateau technique médical. Marc Manga, porte-parole du jour. Les 3 tests des locaux avec une capacité litière faible, un déficit réel en bureau de consultation, la faiblesse de la subvention d'exploitation. Il y a même des hôpitaux de niveau 1 qui ont une subvention plus grande que la nôtre. Un plan d'assainissement défectueux, l'étanchéité des toitures, la toiture fortement défectueuse constituant un risque pour les usagers. Autre difficulté soulevée par l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital de la paix de Ziguinchor, des dysfonctionnements liés au fonctionnement des services. L'absence de produits d'urgence élémentaires, la rupture fréquente des intrants, la radiographie standard en panne depuis plus de 6 mois, la rupture récurrente d'exploration biologique de base, notamment l'hémogramme, l'ionogramme sanguin, l'hémostase, etc. Une dette considérable vis-à-vis des fournisseurs, entraînant des ruptures récurrentes d'intrants. Les travailleurs ont aussi pointé du doigt le non-paiement de plusieurs mois d'arriérés d'indemnité. Une dette conséquente vis-à-vis du personnel, avec plus de 24 mois d'arriérés de paiement des primes et des indemnités. À cela s'ajoute une irrégularité du paiement des encours, allongeant ainsi la dette. La direction de l'hôpital régional de la paix, interpellée en partie par les travailleurs, promet d'apporter des clarifications sur certaines questions qui relèvent de son domaine de compétences. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et puis la colère des chauffeurs municipaux des différentes collectivités territoriales du Sénégal. Ils sont réunis à Kaffrine
pour réclamer le paiement de leurs heures supplémentaires, de leurs primes de risque, entre autres. Ils veulent également une revalorisation de leur salaire. Écoutons Talla Faye, leur président, interrogé par Ndeye Awabey. Les chauffeurs communaux du Sénégal souffrent de plusieurs maux. Le non-paiement des primes de risque, le non-paiement des heures supplémentaires, la non-titularisation de certains chauffeurs, le manque de considération des chauffeurs pendant les séminaires et réunions, pour ne citer que cela. C'est pourquoi nous demandons l'implication de tout un chacun, car c'est dans l'union et l'entente que nos souhaits pour l'association pourront être accomplis. Chers camarades, nous vous renouvelons notre engagement et vous manifestons notre profonde gratitude. Faire savoir aux autorités que les chauffeurs sont des personnes. Ils ont une famille, ils vivent des moments difficiles. Ils ont intérêt à être payés comme il le faut. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Au Mali, de nouvelles frappes aériennes de l'armée à Kidal. Ces bombardements n'auraient pas fait de victimes selon des sources locales, mais la situation reste tendue et des déplacements de la population sont signalés dans la ville. Zanga Abdoulaye Ouattara. Circulation timide, commerce fermé dans les quartiers périphériques, même si les marchés du centre-ville ont ouvert. L'atmosphère ce jeudi au lendemain des frappes de l'armée sur la ville de Kidal reste tout de même crispée. Des habitants pris de panique ont commencé à quitter la ville pour des localités environnantes où la frontière algérienne rapporte des sources locales. 2 frappes ont été effectuées ce mercredi aussi dans la matinée selon des habitants. La première a visé un camion stationné à la périphérie est. La deuxième a ciblé l'ancien camp abandonné par la MINUSMA et occupé depuis par les groupes armés du CSP, expliquent ces mêmes sources. Mais l'armée n'a pas encore communiqué sur ces opérations. Dans un post sur sa page Facebook, l'armée malienne a indiqué que ces vecteurs aériens ont identifié des terroristes en possession de 2 blindés laissés par la MINUSMA. Les 2 engins ont été neutralisés selon la note. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. En République démocratique du Congo, nouveau tournant dans l'affaire de l'assassinat de l'opposant Chérubin Okende. La famille a déposé en Belgique une plainte contre le général-major Christian Ndaiwel, une plainte avec constitution de partie civile. Selon l'avocat de la famille, la plainte a pu être déposée car le chef du renseignement militaire de la République démocratique du Congo et de nationalité belge, l'opposant Chérubin Okende, avait été retrouvé mort le 13 juillet dernier dans son véhicule. Une procédure d'instruction est toujours en cours à Kinshasa. En Tunisie, un homme d'affaires de premier plan et un ancien ministre proche de l'ancien président Ben Ali ont été placés en détention dans le cadre de 2 enquêtes distinctes pour des soupçons de corruption financière. Un mandat de dépôt de 5 jours renouvelable a été émis à l'encontre de Marwan Mabrouk, ex-gendre de Zine El Abidine Ben Ali, qui est à la tête de l'un des plus grands groupes tunisiens. Il est soupçonné donc de corruption dans la gestion d'une entreprise confisquée par l'État. L'ancien ministre des Transports et du Tourisme, Abdelrahman Zouari, fait aussi l'objet d'un mandat de dépôt de 5 jours renouvelable pour avoir profité de ses fonctions afin d'obtenir des avantages. En Libye, le procureur de la Cour pénale internationale a promis d'accélérer les enquêtes sur le trafic d'êtres humains. Karim Khan a tenté de rassurer hier le Conseil de sécurité de l'avancée des travaux menés par son bureau. Il a rappelé que 15 missions menées dans 3 régions de la Libye ont permis de recueillir 4000 preuves couvrant la période de 2014-2020. La guerre au Proche-Orient pour terminer, une conférence humanitaire pour tenter de débloquer de l'aide vers Gaza s'est ouverte ce matin à Paris en France. C'est à l'initiative du président Emmanuel Macron. Dans son propos introductif, le président Macron a demandé une pause humanitaire très rapide et jugé la préparation d'un cessez-le-feu tout aussi indispensable. Merci Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des dernières nominations à la Sénat et au Conseil constitutionnel et de la polémique qu'elles ont suscité. Et nous serons avec le professeur Abdourahmane Thiam, agrégé en sciences politiques, et le docteur Demba Gueye, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, analyste politique. RFM Sport.
Avant cela, le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Après le combat royal, place au choc des gladiateurs ce dimanche. Ce choc va opposer Tapha Tine de Baol Mbolo à Eumeu Sène de l'écurie Taïchingue, originaire de Pikine. Un combat entre deux lutteurs qui n'ont pas peur de la bagarre et qui ont de lourdes frappes. Ce qui promet un beau spectacle dans le Baol, fief du Moustapha Tine. Nombreux sont ceux qui estiment que la bagarre pourrait être la clé de ce combat, mais il y en a qui hésitent et qui invitent le Baol à faire attention. Ali Matoussar a fait un tour dans les rues de Diourbel. Tapha Tine de Baol Mbolo et Eumeu Sène de Taïchingue, un combat rapide avec de la bagarre selon les fans. On peut dire que la rapidité peut profiter à Eumeu Sène, mais donc en termes de longueur de durée, ça peut profiter à Tapha Tine qui a l'habitude de gagner ses combats par décision peut-être médicale ou gagner par KO. Mais le géant du Baol a plus d'atouts pour la bagarre selon Oumar. C'est entre un court et un lutteur long. Dans ce cas, on dit souvent que l'avantage de Tapha Tine, c'est la bagarre. Maintenant, avec Eumeu Sène, il est réputé être un lutteur qui lutte bien devant une certaine ténacité. On l'a vu avec Gris Bordeaux et par rapport à d'autres lutteurs. Donc là, ce qu'on peut dire en termes clairs, c'est que l'avantage de Tapha Tine, c'est la bagarre. Modou est fan de Eumeu Sène, c'est pourquoi il lui suggère d'adopter une approche tactique pour vaincre Tapha Tine. C'est juste demander à Eumeu Sène d'être trop patient, d'observer son adversaire. Il ne faut pas aussi que Eumeu Sène se précipite du combat, car ça pourrait être fatal pour Eumeu Sène. D'une manière générale, ce dimanche, les amateurs de lutte vont apprécier les gladiateurs qui vont s'affronter à l'arène nationale de Pékin. Ali Matoussar Diourbel, Radio Futur Média. Place à présent à l'analyse des techniciens de cette discipline qu'est la lutte. Sodecham a posé la question à des spécialistes de notre sport national sur cette affiche Eumeu Sène Tapha Tine. Voici son reportage. Le combat entre Tapha Tine de Baol Mbolo et Eumeu Sène de Taïchingue s'annonce palpitant. Selon Saliouba, c'est un duel avec un grand intérêt pour les deux protagonistes. Eumeu Sène pour prétendre récupérer le titre de roi des arènes et Tapha Tine pour espérer retrouver sa place dans le cercle des VIP. Beaucoup de VIP ne veulent pas affronter Tapha Tine parce que pour eux, ils disent que c'est un lutteur qui n'a pas une grande valeur. Parce qu'étant battu par Ama Baldé, étant battu par d'autres jeunes, donc c'est difficile pour lui d'intégrer ce cadre des VIP. Il a maintenant l'occasion de le faire en battant Eumeu Sène, puisque c'est vrai que la carrière d'Eumeu Sène, elle n'est pas très riche, mais elle est riche quand même au regard des victoires obtenues par le leader de Taïchingue. Eumeu Sène, lui également, a été une fois roi des arènes et il a encore cette idée en tête. Et pour ce faire, il lui faudra également battre un autre jeune aux dents longues pour pouvoir espérer retrouver cette étape. Journaliste spécialisé en lutte, Abdoulaye Dembélé, lui, trouve que c'est un combat entre deux lutteurs au style différent et qui ne sont pas de la même génération. Parce que Tapha Tine, il est de la génération des Balla Gaye 2, des Lac de Guiers numéro 2. Mais Eumeu Sène, il a devancé ces champions-là de quelques années. Eumeu Sène est un ancien champion de l'équipe nationale du Sénégal. C'est un athlète qui a écumé les mbapat et qui a capitalisé une énorme expérience. Eumeu Sène ne privilégie certes pas la bagarre dans ses combats, mais c'est un athlète qui est toujours prêt à riposter à outrance. Mais Tapha Tine, qui effectivement, il a des qualités également sur le plan technique. Il a des aptitudes techniques assez solides, mais son fort par rapport à sa mensuration, par rapport à son gabarit, c'est sa possibilité d'avoir des mains d'acier. Il met souvent sur la bagarre. Alors, les amateurs de lutte seront encore servis pour ce choc entre le géant du Baol, Tapha Tine, et l'ancien roi des arènes, Eumeu Sène. Le combat est prévu ce dimanche à l'arène nationale. Beach soccer à présent, l'heure est au bilan de la saison. Après la finale qui s'est jouée ce week-end, les responsables du football de plage ont fait le bilan et tiré donc les décisions pour la prochaine saison. Cheikh Tidiane Diagne nous fait le résumé. Juste une finale et puis ça n'est fini pour la saison de beach soccer. Bilal Sen, membre de la commission football spécifique et coordonnateur du championnat, a tiré le bilan à l'issue de la finale du championnat remportée hier par Ngor au détriment d'Mbao. Une saison qui n'a pas été un long fleuve tranquille du côté des équipes, avec de belles surprises, avec beaucoup de choses qui se sont manifestées. Et la finale qu'on vient d'assister en est un exemple. Techniquement, tactiquement et mentalement, les entraîneurs ont beaucoup travaillé là-dessus.
Sur le plan organisationnel aussi, vu l'organisation qu'on a fait, c'est impeccable. Cette saison régulière a permis de jouer le maximum de matchs. Les différents acteurs ont rivalisé d'ardeur sur le sable fin. Et forcément, des jours se sont révélés, ce qui peut être bénéfique à l'équipe nationale si l'on en croit le sélectionneur Mamadou Diallo. Pour moi, ça c'est très important pour l'équipe nationale. Et le deuxième, avec le championnat, c'est là que tu vas découvrir les jeunes talents ou découvrir les personnes que tu as besoin par rapport à ce que tu as manqué pour essayer de les mettre là-bas. Mbao Kawsara sera le dernier acte de la saison en finale de la Coupe du Sénégal mercredi prochain. Sans doute, il va permettre aux acteurs de clôturer en beauté au bonheur des férus du foot de plage. Voilà, Suleiman, c'est tout pour les sports. Merci Malal. La revue de presse avec Barthélémy Ngom. Bonjour. Le drame de l'émigration irrégulière, le Témoin nous informe que 275 jeunes de Bargny ont péri en mer. 7 membres d'une même famille parmi les morts. Tous les quartiers de la commune touchés, un père de famille a perdu 3 de ses enfants, écrit le Témoin. L'heure est alors grave, souligne Enquête. Le Témoin reprend et signale que le président Macky Sall veut neutraliser les départs. Macky érige des barrières, renchérit le Quotidien. Et le Soleil mentionne les mesures d'urgence en vue et renvoie ses lecteurs en page intérieure. Enquête reprend et note que le président Sall a donné hier en Conseil des ministres de nouvelles instructions. Mon confrère, qui fait d'ailleurs le bilan de la Marine nationale, elle a intercepté 25 pirogues, 3838 migrants secourus, dont 224 femmes et plus de 200 mineurs. Eh bien, face à l'ampleur du phénomène, l'Espagne, ajoute l'AS, a déployé au Sénégal 40 policiers, 4 bateaux, un hélicoptère et un avion pour surveiller la côte. Le Témoin sur ce drame donne la parole à un acteur de la pêche, Mamadou Diop Thioune, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il dénonce le silence complice et la participation des familles à cette aventure vers la mer. En route vers la présidentielle de 2024, l'opposition s'organise. Une nouvelle coalition portée sur les fonds baptismaux, écrit Direct News. La dite coalition est baptisée Front pour l'inclusivité et la transparence des élections FIT. Une coalition sans Karim Wade et Khalifa Sall. Une coalition donc d'une trentaine de candidats de l'opposition qui se donne pour mission de battre le candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba. L'opposition en veillée d'armes, souligne encore Walf Quotidien. Un des opposants justement dans le quotidien Enquête, le docteur Babacar Diop, leader des FDS Guelwaar. Il appelle justement à un large front de l'opposition. Le candidat déclaré à la présidentielle sur un autre sujet rejette les nouveaux membres de la Sénat. L'opposition en rang dispersé face à Macky Sall qui déroule ses plans. La Tribune constate que le régime est en train de multiplier les dérives. Le confrère cite l'exemple de la DGE et de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale autonome. À la page 3 de la Tribune, Moundiaye Cissé, le président de l'ONG 3D, prie Macky Sall d'annuler le décret portant nomination des membres de la Sénat, un décret qui selon lui viole la loi sur la Sénat qui a la responsabilité de faire respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. Et Moundiaye Cissé, toujours dans la Tribune, conclut pour dire que 4 parmi les nouveaux nommés ne remplissent pas les critères. Macky Sall, lui, retient plusieurs critères pour dresser un satisfecit à l'endroit du ministre des Finances et du Budget. Performance économique, maîtrise stratégique des finances publiques et de l'environnement des affaires, Macky Adoub Moustapha Ba, écrit l'AS Quotidien en une. C'était hier en Conseil des ministres et lors de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs nominations ont eu lieu au sein des ministères et directions générales. Sud Quotidien évoque d'ailleurs un grand chamboulement des nominations tous azimuts, presque une cinquantaine. Un record ou presque qui, aux yeux de Sud Quotidien, suscite des interrogations à quelques 4 mois de la présidentielle. Et parmi les ministères concernés, il y a celui de l'Intérieur. Le dit ministère, tout comme celui des forces armées, regroupe des corps en tenue. Et parmi ces corps, il y a la gendarmerie, un corps qui, selon l'Observateur, se renforce. En clair, la gendarmerie étoffe son arsenal de feu avec l'acquisition de véhicules blindés d'assaut. Le journal du groupe Futur Média mentionne d'ailleurs les détails de l'achat d'armement en Chine et renvoie ses lecteurs en page intérieure. Place à Direct News qui revient ce matin sur les contestations dans les universités et lycées. Pas que, car une menace de grève a été également brandie dans la justice, ce qui fait dire aux confrères que le front social bout. Les enseignants du supérieur et ceux du moyen secondaire enfourchent
à nouveau le cheval de la contestation. Désillusion totale du côté des enseignants des universités au sortir de la rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Le Sudjust, qui a brandi une menace de grève, tient déjà le ministre de la fonction publique Galoba comme unique responsable des perturbations qui surviendront dans le service public de la justice, écrit Direct News. Source A revient ce matin sur la mort d'un Baïfal à Touba au cours d'une opération pour faire respecter les interdits dans la cité religieuse. Le journal qui raconte la vraie histoire rapporte que l'interpellation d'un vendeur de tabac a été à l'origine du drame. C'est par la suite qu'un parmi les proches du présumé vendeur de tabac a tiré un coup de fusil de chasse et la balle a mortellement atteint le disciple de Cheikh Ibrafal. 2 autres Baïfal ont été blessés et 12 personnes interpellées, renseigne l'As quotidien. Ce qui fait dire à Vox Populi que le feu couvre après la confrontation entre Baïfal et Peul au village de Tchaïfali. Libération nous livre plus d'informations sur la victime. Âgé de 35 ans, marié à 2 épouses et père de 4 enfants, le Baïfal Moustapha Niang a reçu à bout portant une balle de calibre 12 mm à bille sur le pectoral gauche. Il est décédé sur le coup. Libé revient d'ailleurs en détail sur les révélations de l'enquête. Révélation d'Aziz Ndiaye dans Sonolambe. Balla Gaye 2 n'a pas de combat et il se veut catégorique. Balla n'a pas encore reçu d'avance contre Eumeu Sène. Makan lui doit encore de l'argent, poursuit Aziz Ndiaye qui conclut en ces termes: Balla attend le vainqueur de Tapha Tine, Eumeu Sène. Bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Le débat du jour porte sur la nomination de nouveaux membres de la Sénat et la nomination d'un membre du Conseil constitutionnel, Cheikh Tidiane Koulibaly, pour ne pas le nommer, hier, en remplacement d'Abdoulaye Sylla, qui est devenu le nouveau président de la Sénat, et cela fait polémique. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le professeur Abdourahmane Thiam, agrégé en sciences politiques. Bonjour professeur. Bonjour. Également en ligne avec nous, le docteur Demba Gueye, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, analyste politique de son État. Bonjour docteur. Alors, je commence avec vous, professeur Abdourahmane Thiam. Quelle lecture politique peut-on faire de ces derniers développements, ces nominations qui ont suscité une levée de boucliers chez certains? Je veux citer notamment l'expert électoral Ndiaga Sylla qui parle de provocation. Un peu plus tôt, c'est le président de l'ONG Lex Africa qui interpellait directement le chef de l'État pour lui demander de revenir sur justement notamment la nomination des nouveaux membres de la Sénat. Est-ce que ces mesures sont de nature à faciliter, à favoriser la tenue d'une élection présidentielle en février prochain, élection présidentielle transparente, pacifique et sincère? Oui, merci beaucoup, M. Niang. Je vous remercie déjà pour dire que au-delà des points de vue qui ont été faits sur la question, puisque nous sommes dans une communauté de points de vue, des opinions, je vais proposer une analyse objective de la question. Je pense que c'est ça qui est plus important et c'est la responsabilité de la posture de chercheurs. Ce que je voudrais d'abord dire, préciser, c'est que dans un premier temps, on peut percevoir cette question sous l'angle du principe nominatif. Vous savez que le président de la République, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution du Sénégal, nomme à des emplois civils et militaires. Ça, c'est la Constitution qui lui confère ses prérogatives. On appelle les pouvoirs d'attribution du président de la République. Il faut ajouter qu'il y a d'autres pouvoirs d'attribution qui sont liés par le contre-seing, qui appellent la signature, donc la consignature du Premier ministre. Ceci étant, on peut inscrire dans la normalité des choses ces nominations du président de la République, parce que c'est la Constitution qui lui confère ce pouvoir. Sauf que dans le cas de la Sénat, certains parlent de vice parce qu'il y a un des membres de la Sénat dissoute, disons, dont le mandat courait toujours.
son mandat. Oui, c'est ce que dit notamment le président de l'ex-Africa dans sa lettre au chef de l'État, puisque il dit que le mandat notamment de Seydou Nourouba n'est pas épuisé, ce qui pose un problème juridique justement de légalité de son remplacement à la Sénat. Oui, mais est-ce que le concerné aussi ne peut pas demander qu'on le démette de sa fonction? C'est possible. Ça, c'est c'est une controverse qui est là. Mais je dis que du point de vue de la Constitution, qui est quand même la norme supérieure, si on se réfère à cette théorie de Kelsen, le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Maintenant, sous l'angle de la temporalité, ça c'est le deuxième niveau de l'analyse, sous l'angle de la temporalité de la mesure de nomination, c'est-à-dire le principe nominatif. Là, on peut dire quand même que dans notre jargon, ce qu'on appelle les usages politiques du principe nominatif. C'est-à-dire que est-ce qu'à cette période, il est approprié de procéder à des nominations de personnes des nominations qui peuvent avoir une certaine influence sur le processus électoral. C'est ça la question. N'est-ce pas? Et je crois que... N'est-ce pas? Oui. D'accord. On vous a bien compris. Donc, j'en viens au docteur Demba Gueye, maître de conférence à l'UCAD et analyste politique. Quelle est votre lecture, vous, de ces événements et de la controverse qu'ils ont suscité au niveau de la classe politique? Comment interpréter le fait que le président de la République prenne ces mesures à l'encontre justement de la classe politique constituée au sein de l'opposition, qui s'attendait certainement à un peu plus de consensus autour du processus électoral? Bon, écoutez, vous savez, Souleymane, la gestion d'un État se situe à deux niveaux. Au niveau formel, et on peut dire aussi au niveau informel. Quand je m'explique, pour ce qui concerne le niveau informel, le niveau formel d'abord. Le niveau formel, ce sont les lois, ce sont les règles, c'est la Constitution, c'est tout cela qui est formel, qui a été prévu pour gérer un État. Voilà des instruments qui permettent quand même à un président de la République ou à une autre autorité de gérer un État, de gérer les affaires publiques en se basant sur des textes préétablis. Moi, je pense que c'est sur ces prérogatives que le président de la République a remplacé les membres de la Sénat. Mon collègue l'a dit, c'est un pouvoir discrétionnaire. Le président de la République a le pouvoir de remplacer les membres de la Sénat, surtout quand le mandat de ces derniers a expiré. Maintenant, le cas que vous avez évoqué tout à l'heure, d'un membre qui n'aurait pas terminé son mandat, ça c'est un autre problème. Je n'ai pas les éléments nécessaires pour vérifier. Et si c'est le cas, c'est également une question de juriste. Je ne peux me prononcer que sur des questions de forme. Voilà. Maintenant, c'est son pouvoir discrétionnaire, je le répète, il a le pouvoir de le faire. Maintenant, est-ce qu'il devait le faire? Voilà, la réflexion peut-être que nous, autres chercheurs non juristes, nous pouvons faire. Est-ce qu'il devait le faire? Même s'il pouvait le faire, est-ce qu'il devait le faire? À mon avis personnel, il ne devait pas le faire. Pour d'abord une question d'élégance républicaine, de fair play politique, parce qu'il y a aussi dans la gestion d'un État des conduites non écrites, des règles non écrites, c'est des conduites auto-imposées et qu'on s'impose simplement au nom du renforcement de la démocratie. C'est pourquoi je dis, il pouvait le faire, il peut le faire, il a le pouvoir de le faire, mais il ne devait pas le faire, simplement pour éviter ces suspicions et éviter également de mettre du grain dans le moulin de l'opposition qui en a profité pour véritablement alimenter un autre débat, un débat qu'on connaît très bien. Maintenant, si on en revient
à l'origine de toute cette décision. Pourquoi, si vous voulez bien, on aborde la question, parce que le problème est venu à la suite de la décision de la Sénat, de la lettre de la Sénat. De demander à la Direction générale des élections de donner effectivement la fiche de parrainage au mandataire de l'ex-PASTEF. Enfin, en tout cas, du candidat à la candidature, Ousmane Sonko. Absolument. C'est de là où est parti tout le problème. Il y a eu un débat qui s'en est suivi. Un débat très passionné et passionnant au niveau national. L'opposition en a profité pour dire oui, maintenant le problème d'Ousmane Sonko peut être réglé par la Sénat. Et j'avoue qu'au niveau de l'opinion publique, c'est une perception qui est en train d'être construite, qui se développe. Et certains Sénégalais commencent à croire que véritablement la Sénat peut se substituer, parce que voilà, ce sont les termes qu'ils utilisent. La Sénat peut se substituer à la DGE et donc au ministère de l'Intérieur. Et ça nécessite véritablement une explication. Moi, je pense que si on veut trouver l'explication, on doit aller dans le code électoral. Que dit le code électoral sur cette question? Parce qu'il y en a qui expliquent, qui expliquent, mais qui restent à la surface des choses. Ou alors, qui font une lecture sélective du code électoral concernant cette question. Est-ce que la Sénat a le pouvoir de se substituer à la DGE pour remettre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko? À mon avis personnel, après avoir lu plusieurs fois le code électoral, la réponse, c'est non. C'est non, pourquoi? Parce que la seule institution habilitée à gérer les élections, aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur. Et c'est le code électoral qu'il dit, l'article 1, l'article 1er, il dit clairement que l'institution qui est chargée de la gestion des élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Et donc, je vois mal comment est-ce que la Sénat peut se substituer à ce ministère de l'Intérieur. Maintenant, dans le même code électoral, il y a des attributions pour la Sénat. À toutes les étapes du processus, du début jusqu'à la fin. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que le code électoral dit à ce niveau? Le code électoral dit que parmi ces attributions, c'est la supervision et le contrôle. La supervision et le contrôle. C'est vrai que le code électoral est allé très loin, parce que le code électoral dit la Sénat peut superviser et contrôler tout le processus électoral, l'établissement et la gestion du fichier électoral, avec un droit d'accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation, etc., etc. Oui, mais c'est le même code électoral qui prévoit qu'en cas de défaillance de la structure chargée de la gestion de l'organisation, que la Sénat se substitue le cas échéant. Oui, c'est l'article 3 qui dit ça. Qui dit, c'est pas l'article 3, je pense que c'est l'article 6, qui dit que la Sénat peut se substituer à toute autorité administrative qui aurait fait des manquements au niveau de la gestion du processus électoral. Le code électoral a dit autorité administrative. Mais qui est l'autorité administrative? Cette question aussi, on doit la trancher. Parce que les électeurs, les Sénégalais et certains analystes ont tendance à tout de suite à penser à la DGE ou au ministre de l'Intérieur. Est-ce que le ministre de l'Intérieur est une autorité administrative selon le vocabulaire du code électoral? À mon avis, dans le vocabulaire du code électoral, l'autorité administrative, c'est l'administration territoriale, mais non le ministre de l'Intérieur. Je vois mal comment est-ce que la Sénat peut remplacer le ministre de l'Intérieur et lui dire « Allez, va croiser les bras, tu n'en es plus pour rien, tu as commis une erreur, c'est moi qui gère. » En tout cas, cela fait débat. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Nous poursuivrons avec tous les deux ce débat en Wolof dans un peu moins d'une heure maintenant. En tout cas, je vous remercie, professeur Abdourahmane Thiam et docteur Demba Gueye. À tout à l'heure. À 12h49, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la coordination Barthélémy Ngom et Mam Astoukan, à la mise en onde à Ba, aux opérations digitales Martar Samb et Abdou Thiam